Alors, j'ai commencé en fait mes études de physique-chimie en fait à Toulouse, après mon baccalauréat que j'ai eu en Tunisie. J'ai étudié pendant 3 ans la physique-chimie. Bon, apparemment, c'était pas ce que je n'étais pas prédestiné à ça. Donc, au bout de 3 ans, j'ai décidé de m'attaquer de faire une école de cuisine. Donc, je suis allé en école de cuisine à Paris, à Montparnasse, et là, j'ai étudié la cuisine. C'est là où j'ai commencé la restauration. Donc mon expérience, j'ai Toulouse où j'ai travaillé dans un restaurant en tant que serveur. Après j'ai été dans la cuisine, pas mal de cuisines à Paris, celle du Ritz, celle de Robuchon, celle de l'Épée du Pain, Beaumarchais, du Beaumarchais. Et après, en fin d'année, pour mon stage de fin d'année, j'ai décidé d'un petit peu de visiter d'autres pays du monde et j'ai été à Washington DC. Donc j'ai bossé à Washington DC dans la cuisine aussi, dans un restaurant italien. Et comme j'ai aimé les États-Unis, je me suis dit tiens, pourquoi pas étudier aux États-Unis. Donc j'ai étudié à la Boston University pendant 3 ans. Et là, ça m'a ouvert les portes à la gestion de la restauration et de l'hôtellerie de manière générale. Et donc je me suis retrouvé aux Seychelles pendant 6 mois, où j'ai été restaurant manager pour un fine dining. Et après cela, ça a été Pékin pendant un an, là où j'ai été responsable du food and beverage pour un petit boutique hôtel. Et puis après, ça a été l'expérience Burman. Bon, oui, c'est sûr que, comment dirais-je, je suis peut-être un peu têtu et que j'aime bien que mes idées soient celles qui soient respectées de manière générale. Et donc j'ai remarqué que tout au long de ma carrière, j'avais pas de gros conflits, mais que j'ai jamais été carriériste, déjà d'une part. J'ai pas aimé, ça m'intéresse pas de passer 15 ans dans une même chaîne, que ce soit les Hayat ou les je sais pas quoi, pour être à la fin directeur FMB ou je sais pas quoi. Ça m'a jamais tellement intéressé. C'est pas quelque chose Et donc voilà, ça s'est fait naturellement quand l'occasion s'est présentée avec mon partenaire et ami d'enfance justement pour ouvrir ce bar ici, j'ai pas hésité. Alors Rangoon en particulier, puisque Raouf justement était travaillé ici dans une NGO pendant, ça faisait quoi, un an à peu près, ça faisait un an qu'il travaillait ici. Et c'est lui qui est venu avec cette idée justement de m'a proposé, il m'a dit Emine, écoute, je pense qu'il y a un marché, j'ai besoin de quelqu'un qui soit du domaine, mais je pense qu'il y a un marché justement pour la restauration et l'hôtellerie. Et donc je suis venu ici, je suis arrivé en avril, je crois, il y a un an, quelque chose comme ça. Et on a étudié, il y a 2 ans plutôt, on a étudié le marché et quelques mois plus tard, voilà, on a ouvert ce beau bébé. Quand on arrive dans ce genre de pays en développement qui est en train de s'ouvrir, tout est difficile, toutes les étapes administratives, les fournisseurs, il faut tout le temps être là pour le monde. En fait, tous les problèmes, à chaque niveau de prise de décision, il y a potentiellement un problème. Donc, il ne faut surtout pas confier, enfin, il faut bien sûr dans un style management, tout ça, mais surtout quand on s'est attaqué par exemple à la rénovation de cet endroit et qu'il fallait penser tous les détails. Il ne faut pas confier ce genre comment dirais-je, donner par exemple au contracteur, lui donner l'occasion de prendre des décisions. Il faut tout le temps être là pour tout. Après, administratif, c'est aussi un casse-tête. C'est d'autres mentalités, hein. On n'est pas dans des mentalités européennes, occidentales. Donc non, il y a pas mal d'obstacles, mais c'est un peu la beauté de la chose. On aime bien l'aventure, donc c'est pour ça qu'on est venu ici. Après, ça paye ses fruits. Nous sommes un bar à tapas, vin et tapas. Donc on a une sélection d'à peu près une vingtaine de vins et on offre en fait des tapas non pas espagnols mais internationales. Donc l'idée c'est le concept de tapas à l'espagnol mais qui existe en fait dans plein d'autres pays du monde sous d'autres noms. Donc on a tout simplement avec notre background un petit peu culturel nord-africain, on connaît un petit peu tout ce qui est Moyen-Orient, on a vécu en Afrique, mon partenaire a vécu en Afrique, un peu en Asie aussi. Moi j'ai vécu aux États-Unis, donc on a essayé d'apporter un petit peu toutes les saveurs qu'on a rencontrées lors de nos voyages ou lors de nos expériences professionnelles. Et donc l'idée c'est en fait tout simplement de faire des tapas, mais qui viennent de pas mal de pays du monde. Donc on a que ce soit l'Espagne, la France, l'Italie, le Maroc, la Tunisie, le Moyen-Orient, les États-Unis, quelques pays asiatiques. Là, on a une spécialité, par exemple, vietnamienne. Donc l'idée, c'est juste d'avoir des petites... Voilà, donc c'est le tapas. Et voilà, on est ouvert le soir, donc ça fait bar. On a pas mal de cocktails également.
Et donc voilà, donc c'est très festif. Là, pour le moment, on a pas mal d'expatriés. Pour le moment, je dirais que c'est 80%, 20%, mais c'est une tendance qui commence à changer. Donc, on a de plus en plus de Birmans. Bon, c'est un nouvel endroit, on a ouvert depuis 6 mois. On communique, on reçoit on a pas mal d'articles sur nous dans les journaux locaux. Donc, on commence à avoir une population birmane. Bon, c'est une population aisée birmane, hein, c'est pas population aisée birmane qui commence à venir et à être comment dire, des repeaters quoi, de notre endroit. Donc c'est une tendance qui commence à changer un petit peu. Donc quand on base un business sur des gens qui sont de passage, c'est peut-être pas l'idéal. Donc l'idéal toujours de viser un petit peu la population locale. Bah, si on s'attaque au marché des expats, ça reste un petit peu concurrentiel, oui. Parce que finalement, nos compétiteurs vont targeter un petit peu la même tranche le même type de clientèle qui sont les expatriés. Et les expatriés, on n'a pas des milliards ici, hein. Donc forcément, c'est un petit peu les mêmes personnes qui sont, même si cette tranche de la population commence à augmenter, hein, être vraiment conséquente, mais c'est quand même un petit peu le même groupe un petit peu qui se déplace en fonction des événements qu'il y a pendant la semaine. Et donc c'est pour ça, d'où l'importance de se baser sur la communauté locale et la communauté. Ouais. Mis à part le loyer, finalement, non. Le seul avantage, je dirais, c'est la main-d'œuvre qui n'est pas excessivement chère et qui demeure, qui parle un petit peu anglais. Donc, ça, c'est un petit avantage. Je trouve par rapport à là où j'étais avant, par exemple à Pékin, je trouve quand même qu'ils arrivent à plus ou moins parler anglais, ce qui est un avantage. C'est ça. Mais je dirais que c'est la main-d'œuvre. Pas mal de produits, tout ce qui est légumes, viande, ce genre de choses. Bon, je rentre dans des détails techniques, mais c'est pour la restauration, ne sont pas du tout chers. Ouais. Donc oui, je dirais que pas mal de ce point de vue-là, oui, ça reste peut-être les deux gros avantages en fait de la Birmanie par rapport à ça. Après, on pense qu'en venant dans un pays en développement, qui est en train de s'ouvrir, on pense que vraiment tout est pas cher, mais en fait quand on regarde les loyers par exemple, c'est exorbitant ici. Les loyers, c'est exorbitant. Pourquoi? Pour créer une entreprise, c'est plutôt facile, il faut mieux avoir un avocat. Après, on confie, moyennant bien sûr quelques dollars, on confie ça à un avocat et il crée l'entreprise. Donc la création d'entreprise n'est pas compliquée. Après, c'est combien déjà le minimum pour ouvrir une entreprise ici? 20 000 dollars. Hein? 20 000 dollars. C'est pas 50 000? 40 000 dollars. Il faut justifier 40 000 dollars pour pouvoir ouvrir. Pour pouvoir créer une entreprise à travers des virements ou des dépôts d'argent, quoi que ce soit. Donc ça reste la seule, mais en soi, la création d'entreprise, l'entité n'est pas compliquée. C'est pas quelque chose de très compliqué à faire.